29% de croissance des revenus, une marge opérationnelle d'EBITDA de 74,2%, des options en hausse de 33%. Par n'importe quel critère, CBOE vient de publier l'un des meilleurs trimestres de son histoire. Et pourtant, simultanément, l'entreprise annonce la suppression de 20% de ses effectifs. Pour la majorité des investisseurs, ces deux faits créent une dissonance. Quand une entreprise restructure, c'est en général parce qu'elle souffre. Quand elle publie des records, c'est en général parce qu'elle est en pleine forme. Les deux ensemble, dans le même communiqué de presse, c'est quelque chose que les grilles d'analyse habituelles ne savent pas traiter correctement. Mais pour comprendre pourquoi ces deux faits sont pas parallèlement, mais parfaitement cohérents, il faut d'abord comprendre ce que CBOE vend réellement. CBOE n'est pas une bourse au sens ordinaire du terme. Elle ne facilite pas l'achat et la vente d'actions. Ce qu'elle vend, ce sont des options, et en particulier des options sur les grands indices américains comme le S&P 500. Une option, c'est un contrat d'assurance financière. Un investisseur qui achète une option du SPX ne parie pas nécessairement que le marché va monter ou baisser. Il se protège contre un scénario qu'il ne veut pas vivre. Une chute brutale, un choc soudain, une journée où tout s'effondre avant même qu'il puisse réagir. Plus ce scénario lui semble probable, plus il est prêt à payer pour cette protection. Alors, et le prix qu'il paie, c'est le revenu, le CBOE. Ce mécanisme a une conséquence directe sur la structure des résultats. Quand les marchés sont calmes et que les investisseurs se sentent en sécurité, la demande d'assurance est faible. Les volumes d'options baissent, les revenus de CBOE se compriment. Quand les marchés deviennent erratiques, quand la géopolitique crée des journées où une annonce tarifaire peut faire bouger un indice de 3% avant midi, la demande d'assurance explose. Le premier trimestre 2026 a été précisément ce type d'environnement. Des tensions commerciales, des décisions de politique monétaire scrutées à la loupe, une incertitude géopolitique qui a poussé le VIX à des niveaux rarement atteints depuis 2020. Dans ce contexte, les investisseurs institutionnels et retail ont acheté des options en quantité record. L'ADV total des options a progressé de 10% à environ 20 millions de contrats par jour. Et le revenu par contrat lui-même a progressé de 19% parce que, dans un environnement de peur élevé, chaque contrat de protection se vend plus cher. 4% de croissance des charges contre 29% de croissance des revenus. Voilà le résultat mécanique de ce levier. Mais il y a une deuxième couche dans ces résultats que la lecture de surface ne révèle pas. Derrière la croissance globale des volumes, il y a un glissement de mix qui change fondamentalement la nature des revenus. Les options index, c'est-à-dire les options SPX et VIX que seul CBOE peut proposer grâce à ses accords d'exclusivité, rapportent environ 14 fois plus par contrat que les options multilistées que n'importe quelle autre bourse ou bien place boursière peut proposer. Quand la géopolitique fait exploser la demande d'assurance sur les grands indices, c'est CBOE qui en profite de façon disproportionnée parce qu'elle est la seule à pouvoir vendre ce produit spécifique. Et au sein de ces options exclusives, c'est la catégorie 0 DTE qui a le plus progressé. Les options 0 DTE, ce sont des contrats d'assurance qui expirent le jour même. Elles sont nées d'un besoin précis, à savoir dans un monde où les chocs se produisent en heures et non en semaines, une protection qui expire dans 30 jours ne répond plus aux bons problèmes. Un investisseur qui veut se couvrir contre une annonce de la Fed à 14h30 n'a pas besoin d'un contrat qui court jusqu'au mois prochain. Il a besoin d'un contrat qui court jusqu'à 16h. Ces options représentent aujourd'hui environ 60% des volumes SPX. Et il y a quelques années, leur part était très marginale. Cette progression n'est pas cyclique. Elle reflète un changement structurel dans la façon dont les investisseurs gèrent le risque à court terme. Un changement de la volatilité géopolitique actuelle a accéléré, un changement que, d'accord, les aléas du direct. Donc, c'est un changement que la volatilité géopolitique actuelle a accéléré et non créé. OK? Donc, c'est quelque chose qui était déjà là, sauf que que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, cette volatilité géopolitique a accéléré cette tendance-là. Et c'est précisément ici que la restructuration devient analytiquement lisible. Le management de CBOE distingue implicitement deux types de revenus dans ses propres résultats. Il y a les revenus qui viennent
du contexte, la volatilité géopolitique exceptionnelle, le VIX élevé, les journées de choc qui font exploser la demande d'assurance ponctuelle. Ces revenus sont réels aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas être planifiés à 3 ans. Est-ce que vous pouvez planifier à 3 ans quel sera le niveau de volatilité géopolitique? Non, vous ne savez pas. Donc, c'est plutôt ponctuel. Et donc, quand on gagne de l'argent ponctuellement, c'est difficile de faire des projections à long terme. Donc, tant mieux si on en gagne énormément ponctuellement, mais on ne peut pas se dire ici que c'est difficile pour le management de se dire qu'OK, l'année prochaine, on s'attend à 8 dollars par action, ou bien dans 10 ans, ou bien dans 3 ans. Voilà, on s'attend à peu près à 15 dollars par action. Non, ce n'est pas comme du Apple ou ce genre de choses-là, ou bien du Alphabet. Et même encore, ça reste encore des compagnies cycliques, mais elles sont moins cycliques que celles-ci. OK? Surtout que vous savez que quand la volatilité est élevée, les prix des options augmentent parce que tout le monde veut se couvrir. Donc, et il y a les revenus qui viennent de la structure. Et quand je dis structure, ça veut dire que c'est plutôt, au lieu d'être conjoncturel, c'est plutôt structurel. L'adoption croissante des 0 DTE par une base d'utilisateurs retail qui s'élargit, l'approfondissement de l'usage des options index dans les portefeuilles institutionnels, l'expansion vers les prédictions market, ce sont des éléments structurels. C'est une tendance de fond. Mais cette tendance de fond aura tendance à ne pas, vous aurez tendance à ne pas la voir parce que à chaque année, il y a toujours un problème, voilà, que ce soit au niveau des tarifs douaniers, que ce soit peut-être une catastrophe, je n'en sais rien. Mais il y a une tendance de fond dans cette compagnie. Vous allez voir les résultats tout à l'heure, on va en reparler tantôt. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il faut faire la distinction entre les deux. Parce qu'en réalité, si vous voulez acheter cette compagnie, c'est sur ça qu'il faut miser. Sur la tendance structurelle et non sur le conjoncturel. Le conjoncturel doit être que la cerise sur le gâteau. Donc, la réduction de 20% des effectifs avec des économies attendues de 100 à 120 millions de dollars n'est pas une réaction à une faiblesse cachée. C'est une décision prise au pic des revenus pendant que les marges sont à leur maximum pour abaisser structurellement la base de coûts fixes et s'assurer que le modèle reste rentable si la première catégorie, donc la catégorie des revenus conjoncturels, si cette première catégorie-là se normalise. OK? Donc, ce n'est pas une entreprise qui souffre. C'est une entreprise qui prépare l'après-pic pendant qu'elle est encore au pic. Parce qu'elle n'a pas dit ici que le mois prochain, ça va diminuer. Non. On commence à préparer, on gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, mais on s'adapte en conséquence. OK? Parce qu'on pilote ce business-ci en fonction de la tendance structurelle, OK? Qui est bien plus solide, bien plus prévisible. Donc, la tendance conjoncturelle, les éléments conjoncturels ici ont tendance à accélérer les éléments structurels. OK? Donc, je continue. Ce signal, à savoir la restitution simultanée au record, est l'un des plus informatifs qu'un management puisse envoyer à ses investisseurs. Il dit quelque chose que les chiffres trimestriels seuls ne disent jamais. Voici... Et là, je vais un tout petit peu paraphraser le management. Voici ce que nous croyons être durable et voici ce que nous ne parions pas qu'il le soit. OK? Donc, ce qui est durable, ce sont les 0 DTE, etc. Ce qui n'est pas durable, c'est la partie conjoncturelle qu'on ne contrôle pas, mais qui est la bienvenue de temps en temps. Mais on veut gérer le business en observant uniquement la partie structurelle. Donc, en adaptant notre structure de coût à la croissance structurelle de ce business-ci. Mais pour lire ce signal correctement, il faut être capable de décomposer la croissance de CBOE avec précision. Quelle fraction vient de la volatilité géopolitique? Qui peut se normaliser? Laquelle? Quel pourcentage? OK? Donc, quelle fraction vient de l'adoption structurelle des 0 DTE qui semble permanente? Quelle fraction vient du mix shift vers les options index exclusive qui dépend du maintien des accords de licence. Et là, quelqu'un de curieux va aller fouiller. Les accords de licence en question, c'est avec qui? Combien de temps ça va durer, etc. Et si ça venait à expirer demain, ça pourrait représenter un risque à long terme pour cette compagnie parce que rappelez-vous, les contrats exclusifs lui permettent de pricer à des niveaux plus élevés que les options multibourses. OK? Ou bien les options que vous pouvez retrouver sur plusieurs plateformes. Alors, et je continue avec le questionnement ici. Et quelle fraction vient de la simple expansion du marché global des options
qui est une tendance longue. Ça également, il ne faut pas l'oublier. Donc, sans cette décomposition, vous ne pouvez pas évaluer si les marges actuelles sont défendables ou si elles reflètent un point haut de cycle. C'est exactement ce que le prompt Premium Top Invest, d'où vient cette croissance et où va-t-elle, force à construire. Ce prompt ne vous demande pas d'observer que le revenu a progressé de 29%. Non, il vous oblige à disséquer précisément l'origine de chaque point de croissance, en séparant le volume, le prix, le mix et le contexte sectoriel, à distinguer ce qui est organique de ce qui est conjoncturel, à identifier les indicateurs avancés qui signaleront en premier un retournement de chacune de ces composantes. Dans le cas de CBOE, c'est la différence entre conclure que l'entreprise est en pleine santé et comprendre que dans quelle mesure cette santé survivra à un trimestre où le VIX revient, disons, à 15 et où la géopolitique se calme. Vous allez retrouver le prompt en question en description de la vidéo et ce prompt-là fait partie de la bibliothèque de prompt premium. Vous avez également la bibliothèque de prompt de base qui finance notre projet. OK? Donc, vous recevez les prompts aujourd'hui ainsi que les différents éléments promis lors de l'exécution du projet. Donc, pour ceux qui vont nous permettre ici d'aller très rapidement, financez-nous, pas financer, mais récupérez vos prompts premium en description de la vidéo. Si vous pensez que ça va vous aider également. Et comme je dis toujours ici, ne les prenez pas parce que vous voulez me faire plaisir. Prenez-les surtout parce que vous pensez que ça va vous aider. Et si vous voulez plus d'informations par rapport aux prompts, etc., posez la question à ceux qui utilisent déjà ces prompts-là. Et vous pouvez les retrouver dans le groupe School. OK? Demandez-leur directement, ils vous répondront sans doute volontiers. OK? Donc, ici, on va passer à l'analyse quantitative. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire cette différence-là avec les résultats de CBOE. Parce que voici CBOE du point de vue chiffre. Quelqu'un se lève le matin, il doit étudier du CBOE. Qu'est-ce qu'il va voir en premier? Il va voir une croissance pareille. Ça, je peux déjà voir qu'ici, il y a une acquisition. Et vous pouvez voir ici que c'est un business qui est plutôt, parfois, des revenus, je dirais, cyclique, de manière générale, plutôt ponctuel, plutôt conjoncturel. Et vous pouvez le voir ici avec, regardez l'acquisition. L'acquisition est là. On a également une acquisition ici. Et quand on compare avec le gross margin, vous allez voir à partir du moment où on prend la première acquisition, la plus grosse, celle qui date à peu près de 2017, les marges brutes s'effondrent littéralement. Même si on a une remontée à peu près timide sur les dernières années ici, mais ça, c'est dû à l'acquisition. On a sans doute fait l'acquisition d'un segment d'activité qui avait des marges moins élevées que nos business de base, mais avec une croissance plus durable. Ça, c'est ce que ça veut dire. Enfin, on pourrait l'interpréter comme ça. OK? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la marge EBITDA. Vous voyez que la marge brute, la marge EBITDA doivent aller dans le même sens, raconter à peu près la même chose. Et on peut constater ici, baisse la marge brute, la marge EBITDA, mais sans doute dû ici à l'acquisition et augmentation ici légèrement sur les dernières années. Attention, quand on regarde également les marges, il faut également comparer avec les volumes. Est-ce que les volumes se sont effondrés? Non, ils ont plutôt les volumes, on a plutôt eu une augmentation des volumes. OK, quelqu'un va regarder s'il va dire, oh, les marges diminuent. Non. Les marges diminuent parce qu'on a des segments d'activité qui ont des marges différentes. Et ce n'est pas un problème globalement ici, surtout quand on sait qu'on a un segment qui rapporte énormément en période d'incertitude élevée sur lequel on a une certaine exclusivité. Maintenant, quand vous allez comparer les free cash flow de cette compagnie et les net income, les deux doivent parler le même langage, n'est-ce pas? Net free cash flow, je prends net income à ce niveau-ci, je les mets sur le même graphique et on va observer ce que ça donne. Je les mets ici. Bim, badaboum. Et vous constatez que les free cash flow sont généralement plus élevés que les net income. Donc, globalement, les free cash flow pourraient représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Mais ils sont très fluctuants. Certaines années, on gagne 1 milliard. D'autres années, on se retrouve à 87 millions. Après, on revient à 2 milliards 900. Après, on redescend à un chiffre négatif. Et on remonte à 2 milliards 700. Donc, c'est très erratique. Quel est le chiffre exact ici, finalement? C'est ça qu'on doit rechercher. Et pourquoi est-ce que c'est erratique? Vous comprenez pourquoi. Vous avez à peu près une idée générale de ce que l'entreprise fait. On a une partie qui est structurelle, on a une partie qui est conjoncturelle. Et le conjoncturel, on ne le contrôle pas. Mais conjoncturel est toujours... cette variation-là nous rapporte beaucoup d'argent, mais de manière ponctuelle, mais on ne peut pas s'adosser dessus pour faire des prévisions à long terme. Maintenant, sur ce type d'entreprise, combien de fois les bénéfices vous allez payer?
On va regarder ce que le marché a eu tendance à payer pour ce genre d'entreprise. Et moi, je vais vous dire ici pourquoi est-ce que je vais payer un chiffre bien moins élevé que ça. Même si elle a des marges très intéressantes, etc. Tout ce que vous voulez. Ici, le marché paye en moyenne aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on a 22 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 22 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 23 fois les bénéfices. Moi, je paye entre 20 et 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Mais CBOE, je dis bien pour CBOE, je paierai 15 fois. Et quand je dis les bénéfices, arrêtons nous même au cash. Prenons les cash flows opérationnels, donnez-moi juste un instant. Voilà. Maintenant, on peut prendre les cash flows opérationnels ici. Cash from operation. Voilà. On va essayer de regarder également combien de fois les cash flows on paye généralement ici. Le marché paye 20 fois les cash flows. Évidemment, cette compagnie pourrait mériter 20 fois les cash flows, mais je décide de payer 15 fois les cash flows. Ça, c'est le risque que je choisis. C'est le mien. Vous pouvez prendre 25 fois les bénéfices, les free cash flows, c'est comme vous voulez, ou 20 fois. Mais moi, connaissant à peu près ce que cette compagnie fait, je suis à l'aise avec 15 fois les cash flows. Ce qui sous-entend que si cette compagnie vient à s'échanger aux alentours de 227 $ l'action ou bien 228 $ l'action, ça pourrait commencer à être intéressant pour moi. C'est le prix à partir duquel je pourrais bénéficier de la croissance, selon moi, la croissance de fonds ici. OK ? Notamment dû à l'utilisation de plus en plus élevée des options. Surtout quand je vois les retail commencer à utiliser énormément de 0 DTE. Bref, ça c'est un autre débat. Mais tant mieux pour CBOE. Surtout si on utilise les 0 DTE sur les index comme le SPX. OK ? Donc, revenons un tout petit peu ici au niveau de CBOE. On va regarder la dette nette, le volume de dette nette globalement. On a plutôt du cash net. Donc, ce n'est pas une compagnie qui est endettée. Et donc, quand je mets ici mon price target, je dis bien c'est le mien, ça me concerne, je me réserve le droit de me tromper. Ça ne veut pas dire ici que vous savez que le marché paye 20 fois les cash flows. Et en termes de prix free cash flow, il paye également une vingtaine de fois les free cash flows. Donc, techniquement, si on est à 20 fois ou 25 fois les free cash flows, on va actionner que 300 et 371 $ à l'action. Mais moi, si je décide de prendre le risque d'investir sur cette compagnie, je veux un prix aux alentours en dessous des 228 $ l'action. C'est le mien. Et donc, je viens dans ma watchlist, CBOE. Je paye un prix différent par rapport aux autres bourses. Vous avez vu, les autres, je payais 20 fois, etc. CBOE. Chicago, ah ouais, c'est ça, c'est Chicago. Donc, c'est CH. Chicago. Alors, je ne l'ai pas mis dans ma liste. Oh, c'est bizarre. Bah, on va l'ajouter alors. Si, elle fait partie de ma liste. Oh, c'est CBOE Global. OK. Donc, je viens ici, CBOE. Donc, ça sera plus haut. Le CBOE. Alors, B comme bébé. Voilà, CBOE. Voilà, c'est ici. La dernière fois, on avait un target price à 216 $ l'action. Aujourd'hui, j'ai mis combien comme target price? Je mets 228. Je ne prends pas 228 ici. 228. OK. Et je mets ici la date d'aujourd'hui. Je ne sais même pas si en 2025, j'ai payé 25 fois ou 20 fois les bénéfices. Mais de toute façon, le prix ne m'intéressait pas. Donc, je mets ici X15. Donc, au moins pour la prochaine fois, je saurai que j'ai payé 15 fois les bénéfices sur cette compagnie. Et je sais pourquoi, à peu près pourquoi est-ce que j'ai mis 15 fois les bénéfices. Et je répète encore une fois qu'elle ne mérite pas 15 fois les bénéfices. OK ? C'est ma perception du risque sur cette compagnie. C'est ma perception. La conjoncture, je ne la contrôle pas. On aimerait bien, pour ceux qui sont investis sur cette compagnie, ils aimeraient bien que le monde soit toujours voilà, qu'il y ait toujours énormément d'incertitudes, quoique il y en aura toujours ici. Mais il faut souvent s'attendre à des périodes où il n'y a presque rien du tout à se mettre sous la dent. Et là, on va revenir à la normale, à la moyenne. Et donc, entre 15 et 20 fois le bénéfice, c'est ce que je prendrai. Donc ici, je mettrai plutôt 15 fois les bénéfices. Donc, pour faire simple, on va se dire une chose. Cette compagnie est correctement évaluée. Que vous la preniez à 15 fois ou à 20 fois les bénéfices ici, vous trouvez à peu près un prix qui n'est pas très éloigné de la période actuelle, même si voilà, on a une grande différence avec 15 fois les bénéfices ici, mais vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai choisi de prendre 15 fois les bénéfices. En tout cas, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Si vous avez des questions, c'est dans le groupe School exclusivement. OK? Donc, n'oubliez pas, je remercie encore tous ceux qui nous ont permis d'atteindre le palier de 10% ici, ainsi que ceux qui vont me permettre ici d'atteindre le 100% sur les jours à venir. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. CBOE mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist.